Le projet le plus fou jamais imaginé par l'homme vole au-dessus de nous depuis plus de 20 ans. La Station spatiale internationale. Il n'y a rien de comparable dans l'histoire de l'humanité. De la taille d'un terrain de football, la Station spatiale est le plus grand objet artificiel jamais créé par l'homme. Elle tourne autour de nous à 28 000 km/h. C'est une construction unique en son genre, en permanence dans l'espace. Comment ingénieurs et astronautes sont-ils parvenus à assembler ce mécano de 400 tonnes? C'est l'ouvrage technologique le plus complexe que l'humanité ait jamais réalisé. La Station spatiale est le seul laboratoire scientifique en impesanteur. Un incroyable outil au service de l'humanité. C'est un grand succès, grâce à la collaboration de nombreux pays. Si aujourd'hui tous les regards sont tournés vers Mars, c'est grâce à l'ISS. C'est l'endroit qui nous permet d'envisager le futur. C'est un outil qui nous permet de voler plus loin, plus haut, plus vite. La station spatiale est vraiment la première étape d'un voyage lointain dans l'espace. L'espace est un milieu extrême et hostile. Alors les hommes ont dû faire preuve d'ingéniosité et relever d'immenses défis technologiques pour permettre aux astronautes d'y vivre presque comme sur Terre. Et à l'intérieur, c'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. Comment fonctionne la station? Comment la répare-t-on? Comment y respire-t-on? Et d'où tire-t-elle son énergie? Ici, tout est rempli avec des déchets. Il faut que je me fasse tout petit, il n'y a pas de place. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez embarquer dans les coulisses de la Station spatiale internationale, guidés par ceux qui la connaissent le mieux, les astronautes. Si je le pouvais, j'y retournerais dès demain. C'est un endroit incroyable. Depuis toujours, les hommes ont rêvé de s'élever dans le ciel, de quitter la Terre et de découvrir de nouveaux horizons. Cette quête insensée est devenue petit à petit une réalité. Mais le rêve ne s'est pas arrêté là. Et pour aller encore plus loin, ils ont construit juste au-dessus de nos têtes, à 400 km, la Station spatiale internationale. Un monstre d'acier de 108 mètres de long, sur 73 de large. Il aura fallu le savoir-faire des agences spatiales américaines, russes, européennes, canadiennes et japonaises pour réussir à mettre en orbite cet incroyable laboratoire scientifique. Véritable jeu de construction, chacune des pièces fut imaginée et construite sur Terre, puis transportée dans l'espace. 10 années furent nécessaires pour assembler la station. Un défi qui dépasse les frontières. Depuis presque 20 ans, 200 hommes et femmes originaires de tout pays se sont relayés avec passion pour vivre et travailler à bord de la station spatiale. À force, la station est devenue notre enfant chéri. C'est notre jouet préféré dont on ne se lasse pas. C'est notre maison, notre lieu de travail. Rejoindre la station spatiale n'est pas une mince affaire. C'est le fruit d'un long voyage à bord du vaisseau russe Soyouz. Après 48 heures de vol, le Soyouz n'est plus qu'à 400 mètres de l'ISS. La première chose que vous voyez, c'est un point brillant comme une étoile qui apparaît sur l'écran. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, ce point s'agrandit. Et la première chose que vous découvrez, ce sont les ailes, les grands panneaux solaires de la station spatiale. Tels des explorateurs qui découvrent un nouveau monde, à chaque fois qu'ils s'approchent de la station, même les plus aguerris des astronautes s'émerveillent.
Elle est vraiment immense. Tu l'as vue tout le temps en photo, sur des images ou en vidéo. Mais tu n'arrives pas à croire que les hommes ont été capables de construire cette gigantesque station qui vole dans l'espace. À travers le hublot, je pouvais voir des panneaux solaires, des radiateurs thermiques et des morceaux de la station qui dépassaient dans le passage étroit où nous arrivions. Et ils se rapprochaient de plus en plus de ma fenêtre. Et à bord du Soyouz, je me sentais comme happée par la station. Je me suis amarré déjà 3 fois à la station. Et à chaque fois, mes sentiments étaient les mêmes. L'admiration. L'admiration pour les dimensions de cette station, qui est vraiment gigantesque. Tout a l'air faux. Tout ce que vous voyez vous semble étrange, presque extraterrestre. Car d'un côté, c'est extrêmement lumineux et brillant, presque éblouissant. Et sur l'autre face, à l'ombre, c'est complètement noir. Ranges 3, the roll has stabilized. There is no roll now. There is no roll deviation. We're approaching really nicely. Contact confirmed. And probe retraction confirmed. Docking confirmed. A textbook arrival for the brand new Soyuz MSO-1 spacecraft. Docking confirmed at 11:06 p.m. Central Time. You're going from this incredibly Vous sortez du Soyouz, qui est très étroit, et vous devez traverser les sas, qui sont encore plus étroits. En fait, vous avez 2 trappes à ouvrir, celle du Soyouz et celle de l'ISS. Vous rampez dans un espace très confiné, et vos coéquipiers vous tirent pour avancer. C'est comme un accouchement avec les docteurs de l'autre côté qui vous tirent et vous accompagnent pour entrer dans la station spatiale. Et quand tu quittes ton petit vaisseau et que tu rentres dans cette grande station, t'es saisi par l'émotion. Tu découvres ce grand espace, tu reconnais des visages, t'es vraiment ému. Et forcément, ça te bouleverse. Le volume total de la Station spatiale internationale est comparable à celui d'une maison de 5 pièces et conçu pour abriter 7 astronautes. Chacun d'entre eux y séjourne en moyenne 6 mois. Dès leurs premiers instants à bord, et malgré leurs années d'entraînement, ces nouveaux arrivants sont souvent déconcertés, car ils vont devoir apprendre à vivre en impesanteur, où il n'y a ni haut ni bas. Vous êtes en 3 dimensions et vous utilisez un module qui est en haut, à droite, à gauche, en bas, en avant, en arrière. C'est un petit peu compliqué de recréer ce référentiel au tout début. Ton cerveau renvoie parfois une image complètement différente de la réalité, parce que le liquide de l'oreille interne lui envoie un message erroné. Tu regardes un tunnel vers le bas, et c'est comme si tu regardais un immeuble vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tourné à droite vers le module de service, et tout à coup, je me suis arrêté, parce que je ne reconnaissais pas l'endroit où j'étais. Et je me suis dit, je ne peux pas croire que je suis déjà perdu à bord de la Station spatiale internationale. J'ai passé tellement d'heures dans les maquettes d'entraînement. Heureusement, un astronaute plus expérimenté a vu que j'avais l'air perdu. Il m'a dit, c'est parce que tu as les pieds au plafond. À partir du moment où je me suis retourné, les pieds vers le sol, tout est rentré dans l'ordre et j'ai compris où j'étais. Les astronautes se repèrent grâce à un système de marquage qui leur indique le haut du bas. L'absence de gravité leur offre aussi un environnement de travail à 360 degrés. La plupart des modules que vous voyez ont 4 faces sur lesquelles nous pouvons travailler.
Que ce soit un mur, un plancher, un autre mur et le plafond. La seule chose que j'ai à faire, c'est me tourner et les références changent. Cette absence presque totale de gravité présente des inconvénients pour le corps humain. Nous ne sommes pas faits pour vivre en apesanteur. Il y a trop de pression sanguine dans notre tête. C'est pourquoi au début, quand les astronautes arrivent, ils ont une tête gonflée, avec un visage rouge et un peu bouffi. Si le visage des astronautes est un peu gonflé, c'est que leur circulation sanguine se modifie. Le sang irrigue moins le bas du corps et s'accumule dans le thorax et la tête. Au niveau du cou et du visage, les veines gonflent. Alors forcément, cette modification de la circulation sanguine provoque quelques désagréments. Vous ressentez vraiment cette pression qui augmente à l'intérieur de votre crâne. Cela encombre votre nez et provoque quelques maux de tête. Mais au bout de quelques semaines, votre corps s'adapte et s'habitue à l'impesanteur. L'ISS est bien plus qu'une simple maison en orbite terrestre. C'est avant tout un exceptionnel laboratoire scientifique permanent dans l'espace. Depuis 20 ans, les astronautes y ont effectué plus de 1700 expériences. Le Japon, les États-Unis et l'Europe ont fourni chacun un laboratoire. Kibo, Destiny et Columbus. L'absence quasi totale de gravité et le vide presque absolu à l'extérieur de la station est un environnement impossible à reproduire sur Terre. Ces deux propriétés offrent des conditions idéales de recherche et l'opportunité de recourir à des processus de chimie et de physique tout à fait uniques. C'est une recherche qui peut être très très fondamentale, avec des questions essentielles, en quoi la gravité intervient sur des modifications métaboliques, sur de la combustion, sur des alliages, sur de la physique des fluides. Donc avec des questionnements sur lesquels on ne peut pas trouver les réponses au sol, parce qu'on ne peut pas s'abstraire de la gravité. Dans ce laboratoire spatial permanent, les travaux de recherche embrassent plusieurs domaines, tels que les sciences de la vie, les matériaux, l'observation de la Terre et l'astronomie. Déjà, les résultats de certaines expériences ont permis de fabriquer de nouveaux alliages révolutionnaires et de développer de nouveaux médicaments. L'ISS permet aussi d'assurer une présence humaine permanente dans l'espace et préparer ainsi un éventuel voyage habité vers d'autres planètes. Non seulement certaines expériences sont utiles pour la recherche fondamentale, mais certaines nous aideront à voler plus loin, plus haut, plus vite. Le succès de l'expérience Veggie, qui consiste à faire pousser des salades en orbite, est considéré comme un pas en avant pour les missions de longue durée. Ce système est prévu pour fournir en permanence à l'équipage une source d'aliments frais. À bord de la station spatiale, les expériences concernent aussi la robotique. Dans quelques années, des robots commandés à distance par des hommes pourraient construire d'autres stations, voire même mener des expériences. Une étape de plus dans la préparation pour Mars. La chose importante avec ce joystick, c'est que je pouvais sentir les forces exercées par le robot. C'est la première étape vers le développement d'un exosquelette. C'est un bras robotique que vous portez. Et quand vous bougez le bras, le robot suit exactement le mouvement que vous faites, mais en même temps, il vous renvoie la sensation de force qu'il exerce. Donc, vous pouvez mieux le contrôler. À l'avenir, l'être humain devra lui aussi être capable de résister physiquement à de très longs voyages. À bord de l'ISS, pour mieux appréhender le futur, le corps humain est lui aussi soumis à des expériences. Nous sommes des cobayes là-haut. Nous participons à des expériences pour comprendre les effets sur notre corps, l'impesanteur, les radiations et les autres particularités de cet environnement unique. Ces 10 dernières années, on a constaté que la vision de 3/4 des astronautes effectuant de longs séjours dans l'espace s'altérait.
Longtemps, les scientifiques ont cru que l'afflux du sang dans le crâne était le seul coupable des problèmes de vision des astronautes. Mais depuis peu, on sait que le liquide dans lequel baignent le cerveau et la moelle épinière pourrait lui aussi jouer un rôle dans ces troubles de la vision. Je ne suis pas sûr des raisons. Certaines théories avancent que c'est la pression intracrânienne qui provoque ces effets. Peut-être est-ce dû aussi au niveau élevé de CO2 présent dans l'atmosphère que nous respirons. Mais ce qui semble se passer, c'est un aplatissement de la rétine. Et cette compression provoque un changement de dioptrie de la vue et donc une myopie. Le vrai problème finalement est que l'être humain a une étonnante capacité d'adaptation. En l'état d'impesanteur, le corps des astronautes s'allonge et il peut gagner de 2 à 7 cm. Ce que je trouve de plus incroyable à propos de notre corps, c'est sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement. Si nous devions vivre en permanence en impesanteur, alors vous verriez à quel point le corps humain est formidable. Les muscles du cœur se rétréciraient, la densité des muscles et notre masse musculaire se réduiraient. Et très rapidement, nous deviendrions des êtres parfaitement adaptés à la vie en impesanteur. Après 6 mois passés en orbite, c'est seulement de retour sur Terre que les astronautes se rendent véritablement compte de l'importance de l'attraction terrestre sur leur corps. Ça a été vraiment un choc. Après mon premier vol, j'ai senti à quel point mes bras étaient lourds. Vraiment, vraiment lourds. J'ai aussi senti mes intestins. C'est vrai, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai senti mes organes à l'intérieur de moi. Et je peux vous le dire, ça pèse lourd. L'idée d'installer une station habitée autour de la Terre ne date pas d'hier. Dès les années 20, le Russe Konstantin Tsiolkovsky, maître incontesté de l'astronautique, imagine une station capable d'abriter des hommes. En 1971, les Russes placent en orbite la première station spatiale, Salyut 1. Les Américains répliquent 2 ans plus tard, avec la station Skylab. En pleine guerre froide, en 1975, Russes et Américains prouvent que la coopération spatiale est possible avec la mission commune Apollo-Soyouz. Après Apollo-Soyouz, il y a eu une pause dans les programmes des vols habités, du côté de l'URSS comme du côté des États-Unis. Au milieu des années 80, l'heure n'est plus à la coopération spatiale. Les Américains ont leurs navettes et les Soviétiques dominent les vols habités avec la station Mir. Les États-Unis projettent de construire leur propre station. Devant l'ampleur de la tâche et le coût financier, Européens, Canadiens et Japonais prennent part au projet. À la chute du bloc soviétique, la Russie intègre également l'aventure. C'est la naissance de l'ISS, la Station spatiale internationale. Les participants s'engagent à partager leur savoir-faire et à fournir à chacun une partie de station. Le principe de construction est simple. 15 modules seront construits sur Terre, puis assemblés dans l'espace. En fait, la station spatiale est le plus grand mécano jamais construit. Le chantier s'annonce pharaonique. Aujourd'hui encore, on parle des pyramides avec admiration. Eh bien, l'ISS, c'est pareil. Dans le futur, on parlera de l'ISS comme on parle des pyramides. Les bâtisseurs de l'espace entrent en scène quand, en 1998, le premier module américain vient s'amarrer au premier module russe. Durant 2 ans, les astronautes vont multiplier les missions pour construire la station et préparer l'arrivée des premiers habitants permanents. Le 2 novembre 2000, le cosmonaute Sergueï Krikalev devient officiellement le premier habitant de la Station spatiale internationale. La première chose qu'on avait à faire, c'était d'allumer la lumière. Après, il a fallu établir la liaison avec la Terre et j'ai dû trouver un câble caché derrière un panneau.
Et on a pu réaliser le premier reportage. Après, on a branché le système du module de service. On a mis en marche le bloc pour fabriquer de l'air, pour purifier le gaz carbonique, celui pour ventiler l'oxygène. C'était des moments critiques. Si on n'avait pas réussi à mettre en marche tout ça, on n'aurait pas pu rester longtemps à bord de la station, parce que les réserves de notre vaisseau Soyouz étaient très réduites. La construction de la station va nécessiter 115 tirs de fusée pour acheminer les modules et transporter les équipages. Le Canada apporte une pièce majeure, un bras robotique. Long de 17 mètres, il permet de déplacer les modules, les fournitures, le matériel et même les astronautes. Fruit de cette collaboration internationale, petit à petit l'ISS prend forme et se dessine dans le ciel. Nous avons conçu les missions de manière que si une pièce ne fonctionnait pas, nous pouvions la remettre dans la navette et la ramener sur Terre. Mais nous n'avons jamais eu à le faire. Tout fonctionnait là-haut, c'était incroyable. Surtout quand on considère que de nombreux composants de la station spatiale n'ont jamais été testés ensemble sur Terre et assemblés seulement sur papier. Il existait des plans, effectivement, et moi je suis assez surprise de voir qu'on est allé au bout de ce déploiement. Donc c'est une prouesse technologique absolument extraordinaire. La construction et l'exploitation de la Station spatiale internationale est le projet le plus onéreux jamais réalisé par l'homme. 150 milliards de dollars. Tout d'abord, quand on voit les retombées scientifiques pour la population sur Terre, ce n'est pas une énorme somme d'argent. Et c'est en plus une police d'assurance incroyablement rentable pour notre avenir. Aujourd'hui, depuis la Terre, on peut facilement observer ce gigantesque mécano qui brille intensément dans le ciel. Si elle est si brillante, c'est à cause de la taille de ces énormes panneaux solaires. Ils offrent une formidable surface réfléchissante pour ceux qui regardent la station depuis la Terre. Avec ces panneaux solaires, nous captons l'énergie du Soleil pour produire de l'électricité et recharger les batteries qui se déchargent quand nous sommes du côté nuit de la Terre. Entièrement déployés, chacun des panneaux mesure 73 mètres de long. Dirigé en permanence vers le Soleil et composé de plus de 32 000 cellules photovoltaïques, il transforme l'énergie du Soleil en électricité. Les panneaux solaires sont articulés et pendant que nous tournons en orbite avec une inclinaison de 4 degrés par minute, ils s'inclinent aussi de 4 degrés par minute pour continuer à pointer vers le Soleil. Mais nous devons aussi régler ce qu'on appelle le mauvais angle. Donc les panneaux solaires doivent être aussi articulés comme ça, selon ce degré de liberté. Des ordinateurs traquent le Soleil et contrôlent la trajectoire des panneaux en fonction de sa position. L'ensemble des panneaux solaires de la station spatiale pourrait alimenter en électricité une quarantaine de maisons. Cette unique source d'approvisionnement en énergie est vitale pour l'équipage. Il faudrait vraiment qu'un accident grave se produise pour que la station se retrouve sans électricité. Mais même si un jour ça arrive, nous avons des batteries indépendantes. Et nous avons également des batteries solaires sur nos vaisseaux Soyouz. C'est quasi impossible d'imaginer la station sans électricité. C'est ce qu'on appelle les crew quarters en anglais. Il y en a 4 ici. Et le mien, je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Il y a mon nom dessus. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Et à l'intérieur,
C'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. J'ai mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi sur Skype avec un casque. J'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad, j'ai mon nécessaire de bureau. Ici, évidemment, on accroche tout au mur parce que c'est comme ça qu'on stocke nos choses en apesanteur. Regardez, il y a un sac de couchage ici, vraiment confortable. Il est fixé au mur pour que je ne flotte pas et que je ne cogne rien. C'est vraiment agréable de voler, flotter et dormir en apesanteur. Vous dormez dans une boîte et vous vous réveillez et il y a cet ordinateur juste devant votre visage avec votre emploi du temps qui vous crie « Lève-toi, va travailler ». C'est ça notre quotidien. Le matin, on se lève et puis on se prépare pour aller travailler, comme sur Terre. Tous les matins, vous vous lavez un peu et prenez votre petit déjeuner comme sur Terre. Habituellement, l'équipage se lève entre 6h et 6h30. À l'heure des repas, les astronautes mangent généralement des produits déshydratés afin de faciliter le transport et réduire le volume de stockage des réserves de nourriture. Le sac à café est rempli d'eau chaude. Vous avez besoin d'une paille en plastique. Insérez la paille, enlevez le bouchon et buvez. La première chose, effectivement, après le réveil et le café avalé rapidement, voilà, c'est le contrôle des paramètres de la station et le premier rapport au sol pour dire où on en est, comment est la station. Et puis, recevoir du sol des instructions qui peuvent modifier un tout petit peu un planning qui est en général un planning préparé sur une semaine. Pour assurer le bon fonctionnement de la station spatiale, un système de communication efficace est nécessaire entre l'espace et le sol. À Houston, au siège de l'Agence spatiale américaine, les équipes disposent d'un contact quasi permanent avec les astronautes. Depuis le centre de contrôle, et grâce à la télémétrie, les ingénieurs interagissent sur les nombreuses structures opérationnelles de la station. Si vous souhaitez intervenir sur un paramètre, envoyer une commande sur une pompe ou un ventilateur, vous devez aller jusqu'à un ordinateur, naviguer dans de nombreux menus et activer la commande. Pour l'équipage, c'est pas facile, mais pour nous, c'est notre travail. L'ISS est vraiment contrôlé depuis le sol à partir de centres de commandement situés dans le monde entier. Nous avons des équipes en charge des différents systèmes, et pas seulement ici à Houston. Nous avons des équipes en Russie, en Allemagne, au Japon, des gens partout dans le monde qui travaillent pour un objectif commun. Chacun des modules de la station offre des possibilités de communication avec la Terre. Cet écran est intéressant parce qu'il nous indique comment vont les systèmes, mais surtout, il nous indique les possibilités de communication. Nous avons 4 canaux, espace-terre, et il nous indique lesquels sont libres. Il est à l'envers, mais c'est souvent comme ça ici. Nous devons être en lien constant avec le sol, parce que c'est eux qui ont toutes les informations dont nous avons besoin. Nous ne sommes que de glorieux techniciens. Le contrôle au sol s'occupe des communications vocales, mais aussi des commandes électroniques de la station spatiale, en utilisant des satellites placés en orbite élevée. La Station spatiale internationale envoie et réceptionne en continu des données via ses paraboles. À 36 000 km au-dessus d'elle, des satellites géostationnaires réceptionnent les informations pour les transmettre instantanément au sol. La communication est ainsi assurée en tout point du globe. La possibilité de communication est pratiquement de 100% du temps à bord, ce qui n'était pas le cas du tout il y a 15 ans, où on avait des petites périodes, je dirais, de 20 minutes de communication avec le sol à chaque orbite, et à peine. Aujourd'hui, il y a une qualité de communication, effectivement, à la fois dans l'environnement professionnel et dans l'environnement familial et amical, qui permet aussi de vivre avec beaucoup plus de sérénité. Désormais, grâce à ces moyens de communication, les astronautes partagent leurs impressions avec le reste du monde.
Sur Terre, l'homme a besoin d'oxygène. Mais dans l'espace, il n'y en a pas. La Station spatiale internationale embarque plusieurs systèmes pour en produire et en fournir à l'équipage. L'atmosphère à bord de l'ISS est très similaire à celle que nous avons ici sur Terre. La seule différence est que nous avons un peu plus de CO2 à bord de la station. Et ça peut devenir un vrai problème pour les astronautes. Une grande partie de mon travail consiste à surveiller la chaîne de fabrication de l'oxygène. L'idée est de prendre de l'eau, H2O, et grâce à l'électricité de séparer l'hydrogène de l'oxygène. Une partie de l'oxygène est fabriquée dans le module de service russe. Vous êtes ici dans le module de service. Vous voyez qu'il n'est pas très grand, mais il est essentiel. Dans ce module, il y a tous les systèmes nécessaires à la vie des cosmonautes. Il contient des réservoirs d'eau recyclés dans lesquels passe de l'électricité. Cette charge électrique isole les composants chimiques de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène. On appelle cela une électrolyse. Nous récupérons l'oxygène de l'eau, nous l'envoyons dans la station pour que l'équipage respire. Des pompes propulsent l'oxygène à travers des tuyaux qui traversent la station pour alimenter l'équipage en air frais. Nous pouvons contrôler la constitution de l'atmosphère et vérifier la quantité d'oxygène et de gaz carbonique que nous avons. Devons-nous fabriquer l'oxygène? Avons-nous besoin d'évacuer du gaz carbonique? Devons-nous remplacer l'azote? À partir de cette salle, nous pouvons consulter de nombreuses données appelées télémétrie. Fabriquer de l'oxygène, c'est une chose, mais l'air ne doit pas stagner. Alors, la station spatiale compte sur un réseau de soufflerie très perfectionné. Si vous n'avez pas de système de ventilation ou de ventilateur pour mélanger l'air, des poches d'oxygène et des poches de gaz carbonique se formeront. Dans le pire des cas, si vous dormez par exemple, et que l'air ne circule pas, vous pouvez générer une bulle de gaz carbonique autour de votre bouche et étouffer à cause d'elle. À bord de la station, l'eau est donc essentielle pour s'hydrater, se laver et aussi pour respirer. Au début des années 2000, lorsque le premier équipage s'est installé, l'eau était livrée depuis la Terre dans des sacs. Aujourd'hui, les cargos de ravitaillement continuent d'apporter de l'eau, mais pas de quoi satisfaire toute la production en oxygène ni la consommation courante des astronautes. Alors, plus qu'ailleurs, l'eau est une ressource vitale qu'il ne faut surtout pas gâcher. Pour compenser l'absence de gravité, les astronautes doivent faire au minimum 2 heures de sport par jour. Alors de l'eau, ils en perdent beaucoup. Lorsque nous faisons du sport, par exemple, nous transpirons. Pour se laver, nous utilisons de l'eau et nous nous séchons avec des serviettes. Il suffit d'accrocher ces serviettes comme vous le feriez à la maison. Et naturellement, elles vont sécher dans l'air. Nous accrochons ces serviettes près d'une grille de ventilation, comme vous pouvez le voir ici, pour qu'elles puissent sécher, et toute l'eau est récupérée. Elle s'évapore dans l'air, puis rentre dans le système d'air conditionné. Elle passera dans le système de recyclage et redeviendra de l'eau potable. Et dans ce souci permanent d'économie, même les toilettes sont mises à contribution. Donc l'urine est recyclée par tout un système pour la rendre potable. En fait, on boit notre pipi. Il y a derrière un système qui sépare l'urine de l'air. L'urine va ensuite dans le système de recyclage. Elle est filtrée et renvoyée dans le circuit d'eau. Et aujourd'hui, nous parvenons à recycler environ 70% de l'eau à bord de l'ISS. Aujourd'hui, ce système complexe de récupération des eaux et de fabrication d'oxygène garantit une eau et de l'air souvent plus pures que celles que l'on consomme dans nos maisons. Et maîtriser le recyclage des déchets, c'est aussi la clé pour envisager les voyages lointains. Grâce à l'électrolyse, nous pouvons séparer l'oxygène de l'hydrogène et produire plus d'eau et plus d'oxygène. Et nous obtenons aussi un sous-produit, le méthane. Aujourd'hui, dans le cas de la station spatiale, le méthane est un déchet que nous évacuons de la station. Mais nous pourrions potentiellement utiliser la même réaction sur Mars et produire du méthane comme carburant pour quitter Mars et rentrer à la maison. Je vais vous emmener voir l'endroit le plus cool de la station.
L'endroit de la Station spatiale internationale apprécié de tous se situe au bout du module Tranquility. Il s'agit de la coupole. Ce dôme, doté de 7 fenêtres blindées panoramiques, est toujours orienté vers la Terre qui défile perpétuellement. Lancée à 28 000 km/h, la Station spatiale internationale fait 16 fois le tour de la Terre par jour. Sa trajectoire couvre 85% de la surface du globe, offrant un poste d'observation idéal, propice aux découvertes scientifiques. Dans le cadre de l'une de ces expériences, l'astronaute danois Andreas Mogensen cherche à filmer des phénomènes météorologiques d'habitude impossibles à observer depuis la Terre. Un soir, après le dîner, je me suis installé dans la coupole et un gigantesque orage a commencé à se former. J'ai pris mon appareil photo et j'ai commencé à filmer autant que je pouvais. J'ai pu filmer des éclairs rouges, mais aussi des blue jets, des cônes de foudre bleue, dont l'impact a lieu au-dessus des nuages. C'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'un tel phénomène a été filmé. Ça pourrait nous aider à comprendre le changement climatique et le réchauffement de notre planète. Car c'est un phénomène qui transporte des gaz de l'atmosphère à la stratosphère. La coupole est également le lieu où les astronautes viennent profiter de leur rare temps libre. La coupole va me manquer, parce que j'y allais toutes les nuits pour une orbite et je regardais la Terre. Je savais que j'étais en sursis et que je ne reverrais pas ça de sitôt. C'est un spectacle envoûtant. On peut regarder la Terre des heures entières à travers le hublot, car la Terre, elle change tout le temps. D'abord, on a tendance à regarder l'ensemble. Et plus vous passez de temps en haut, et plus vous commencez à regarder les détails et à identifier des lieux que vous avez déjà visités ou que vous voudriez visiter. Quand nous partirons vers d'autres planètes de notre système solaire, je pense qu'au moment où on ne verra plus la Terre dans le hublot, ce sera vraiment très stressant. Parce que nous, à bord de la station, dès qu'on a un moment de libre, on va toujours regarder la Terre. Dans l'espace, lorsqu'ils observent la Terre, les astronautes développent un symptôme bien à eux, l'overview effect, ou l'effet de vue d'ensemble. C'est une prise de conscience de la situation de la Terre dans l'espace. Et c'est vrai que le regard change par rapport à cette planète qui nous est si habituelle, si finie, je dirais, quand on la regarde du sol. La Terre, c'est un organisme unique. On ne voit pas les frontières des pays, mais on voit les frontières des malheurs. De là-haut, tu vois les catastrophes écologiques, les incendies. Et parfois, tu as l'impression que la Terre nous appelle et qu'elle nous dit « Aidez-moi ». C'était comme être dans un film. Travelling arrière de la caméra, mais avec un zoom avant. Avec un acteur, en l'occurrence la Terre, qui ne change pas de taille. Mais d'un coup, votre sens de la réalité s'effondre. Et j'ai eu une réaction physique à ce moment-là. Et là, j'ai compris. J'ai compris comme jamais auparavant. Rejoindre la Station spatiale internationale est une aventure périlleuse. Un voyage vers l'espace débute forcément au cœur de la Russie, au cosmodrome de Baïkonour. Forcément, car aujourd'hui, le seul moyen d'envoyer des astronautes vers l'ISS est le vaisseau russe Soyouz, surnommé le taxi de l'espace. Le voyage vers l'ISS dure 48 heures. C'est dans ce petit module, perché à plus de 40 mètres de haut, que les astronautes sont installés. Harnachés à leur siège, prêts à décoller, c'est grâce à cette cabine, appelée module de descente, que les astronautes pourront aussi revenir sur Terre.
Quand le vaisseau arrive en orbite, l'équipage rejoint le module orbital. De la taille d'une camionnette, c'est ici qu'ils vont pouvoir se détendre. À l'autre extrémité se situe le module de service. Il contient des systèmes de guidage, des batteries et des moteurs pour les manœuvres. L'équipage doit régulièrement contrôler la trajectoire du vaisseau et éventuellement la réajuster. Le trajet compte une trentaine de tours de la Terre, le temps que Soyouz se cale sur la même orbite que l'ISS pour préparer l'amarrage. À l'approche de la Station spatiale internationale, Soyouz s'oriente dans la bonne direction et adapte sa vitesse. Bien qu'automatisée, cette phase d'approche est toujours délicate. À la moindre incertitude ou défaillance technique, le commandant doit être capable de reprendre la main pour assurer l'approche finale. Et c'est dès son premier vol que l'astronaute Timothy Peake a dû faire face à un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Tout se passait bien jusqu'à 17 mètres de la station. C'était très proche pour annuler un amarrage automatique. Nous avons subi une panne de propulseur. Yuri a dû prendre le contrôle du Soyouz et effectuer un amarrage manuel. C'était pas juste une question d'amarrage. La sécurité de la station en dépendait. ISS n'est pas une construction uniforme. Elle comporte de nombreux éléments saillants. Une collision serait fatale, pas seulement pour l'équipage de Soyouz, mais aussi pour la station spatiale et les astronautes à son bord. Le pilotage humain dans l'espace est beaucoup plus compliqué que le pilotage sur Terre, car il y a 6 degrés de liberté. Sur Terre, quand on conduit sa voiture, on a 2 degrés de liberté. Tourner à gauche et à droite, freiner et accélérer. Et là-haut, dans l'espace, tu pilotes avec 6 degrés de liberté en même temps. Tu peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas, tu pivotes, ce que tu veux. C'est un pilotage extrêmement complexe. Transition to manual. Un amarrage manuel est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Dans notre cas, c'était encore plus compliqué car nous passions du jour à la nuit et la réflexion du soleil sur la station était puissante. Yuri avait beaucoup de mal à voir le port d'amarrage dans le périscope et à aligner correctement le vaisseau. C'était très compliqué. Mais finalement, j'ai réussi à m'approcher à une distance qui permettait de viser le nœud d'amarrage, de régler la vitesse, préciser la position angulaire, et finalement, nous avons réussi l'amarrage. Jusque-là, pendant ces manœuvres périlleuses, la station spatiale n'a jamais connu d'accident. Depuis quelque temps, des sociétés privées et la NASA développent de nouveaux vaisseaux afin de transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale. Les ouvriers de l'espace installent donc de nouveaux modules d'amarrage. One of the big steps, of course, was the removal of a large thermal cover by Rubens and Williams to expose the actual docking port to which the SpaceX Crew Dragon and the... La station possède à présent 8 ports d'amarrage. Outre les vaisseaux des passagers, ceux d'un autre genre s'amarrent aussi à la station spatiale. Il s'agit des cargos de ravitaillement. Nous avons de nombreux cargos de ravitaillement automatique envoyés vers la station spatiale. Il y a des cargos japonais, des Russes et des Américains.
Tous les 3 mois, ces cargos ravitaillent la station, en lui livrant de l'eau, quelques produits frais, des vêtements, des outils et des expériences. Une fois vidés de leur cargaison, ces vaisseaux ont une autre fonction importante. Ils servent de poubelle à la station spatiale. La station spatiale est un système fermé, donc tout ce que vous montez doit redescendre à un moment donné. Par exemple, on nous envoie des vêtements pour l'équipage, mais nous n'avons pas de machine à laver. Les astronautes doivent porter le même pantalon pendant une longue période. Nous avons 2 pantalons pour 6 mois. Vous devez aussi porter le même t-shirt pour 1 ou 2 semaines. Et lorsqu'il est sale, il est mis à la poubelle. Toutes les ordures sont accumulées dans les véhicules de fret. Je vous invite à me suivre dans le cargo Progress, qui est chargé et prêt au désamarrage. Il est rempli de sacs contenant des déchets. Il faut que je me fasse tout petit. Il n'y a pas de place. Je vais essayer de vous montrer. Tout est organisé symétriquement pour équilibrer le cargo. Les choses lourdes en face des choses lourdes. Vous voyez ici, par exemple, il y a des colonnes de purification, des seaux qu'on a utilisés, et même notre linge sale, et des petits emballages avec nos poubelles. Les cargos chargés des déchets seront désamarrés. Ils brûleront et se désintégreront en entrant dans l'atmosphère. Mais certains de ces cargos de ravitaillement remplissent une dernière fonction qui concerne directement l'ISS. Ils lui servent de moteur. La station n'étant pas capable de se maintenir toute seule à la bonne orbite. L'ISS est situé à environ 400 km de la surface de la Terre. Vous pourriez penser qu'il n'y a pas d'air. Alors pourquoi devrions-nous changer sa vitesse? Elle devrait pouvoir rester en orbite pour toujours. Mais en fait, il y a une petite quantité d'air à l'altitude de l'ISS. Concrètement, vous avez ce gigantesque terrain de football avec une grande surface de contact qui brasse la petite quantité d'air présente dans cette atmosphère. Et au fur et à mesure, la station perd de l'altitude. C'est pour ça que l'ISS perd 2 km d'altitude par mois. Et sans manœuvre pour la repositionner, la station retomberait dans notre atmosphère. Tous les 6 mois, un cargo de ravitaillement est utilisé pour réajuster l'orbite de l'ISS. Le vaisseau déclenche ses moteurs et donne des impulsions pour remettre la station en mouvement et la déplacer à son altitude optimale. Cette même poussée est ressentie à l'intérieur de la station. Je vais vous montrer l'accélération et la poussée en utilisant cet appareil photo. Il est plutôt imposant. Là, il n'y a pas d'accélération. Et vous voyez que l'appareil photo flotte. Il ne bouge pas. Moi, je commence à ressentir l'accélération. Ça y est, l'appareil va avancer. Je vais essayer de ne pas vous rentrer dedans. Il n'y a pas que la hauteur de l'orbite à réguler. Il faut également maintenir la station spatiale toujours dans la bonne orientation. La station spatiale est maintenue dans ce que nous appelons un plan LVLH, local vertical, local horizontal. Ça veut dire que quand la station spatiale est en orbite, elle tourne toujours face à la Terre. Le système d'orientation de la station repose sur 4 gyroscopes. Sans eux et lancé à 28 000 km/h, l'ISS tournerait sur elle-même sans fin. La vie à l'intérieur y serait tout simplement impossible. En impesanteur, si vous la touchez, elle va bouger dans tous les sens, comme tous les objets ici. Mais si je fais tourner cette toupie, quand la toupie tourne, vous pouvez voir comme elle devient stable. Et même si je la touche, elle ne va pas changer d'axe. Elle restera droite. Les gyroscopes tournent donc comme une toupie ou une roue de vélo pour assurer la stabilité. Mais on contrôle aussi l'axe de rotation des gyroscopes, ce qui permet à la station de s'incliner pour suivre la courbure de la Terre. En contrôlant l'orientation, nous avons un poste d'observation parfait de la Terre. Et c'est pour ça que la coupole est toujours orientée vers la Terre.
Quand ils ne sont pas en train de faire des expériences scientifiques, les astronautes se consacrent à la maintenance et à l'entretien de leur station. Nous avons ici certainement l'équipement le plus important de la Station spatiale internationale. C'est l'aspirateur. Même si un système de filtre permet d'éliminer les particules et certains microbes, le ménage régulier dans ce milieu confiné évite le développement des bactéries. Il permet aussi de récupérer des pièces qui semblaient à jamais perdues. La Station spatiale internationale est perpétuellement en chantier. Le quotidien des astronautes est rythmé par des réparations et travaux d'amélioration. Malgré toutes ces précautions, elle n'est pas à l'abri d'une panne, voire d'une grosse avarie. C'est ce qu'a constaté l'astronaute américaine Tracy Dyson un soir de juillet 2010, juste avant d'aller se coucher. Tout le monde était parti se coucher et moi je faisais mon inspection quotidienne de la partie américaine de la station spatiale. J'étais en train d'éteindre le tapis roulant quand tout à coup des alarmes rouges et jaunes se sont mises à sonner. C'était plus grave qu'un problème sur le tapis roulant. Et on a vite compris qu'il y avait un problème sur le système de contrôle de la température. Ce système de contrôle de la température est vital pour la survie des astronautes. Car à l'extérieur de la station, les températures oscillent entre moins 150 degrés à l'ombre et plus 120 degrés face au soleil. À bord de la station spatiale, les appareils électriques, et plus particulièrement les ordinateurs, génèrent une importante source de chaleur. Pour s'en débarrasser, l'ISS dispose d'un système de refroidissement. Des fluides froids parcourent toute la station. Il existe des boucles d'eau sur le segment américain. La poutre centrale et les panneaux solaires sont refroidis grâce à de l'ammoniac. Et la partie russe utilise une combinaison de produits chimiques. Nous savions que la situation pourrait devenir critique si nous perdions une autre pompe. Et si cela arrivait, on n'aurait plus qu'à rentrer à la maison. Au sol, comme dans la station, les équipes se rendent compte que la situation est critique. Pour remplacer la pompe d'ammoniac défectueuse, il faut sortir de la station et réparer de l'extérieur. Plus que n'importe quelle autre activité, sortir dans l'espace ne laisse pas de place à l'improvisation et demande une longue préparation. Les jours qui précèdent une sortie extravéhiculaire, nous avons énormément de formalités à accomplir, avec des conséquences graves si on ne les respecte pas. Si un cosmonaute vous raconte qu'il n'a pas peur quand il sort dans l'espace, ou qu'il a effectué un vol vers ISS en étant calme, sans aucune crainte, ne le croyez pas. Il existe 2 sas de dépressurisation pour effectuer les sorties. L'un sur la partie russe, l'autre sur la partie américaine. Le volume intérieur de la station spatiale est comparable à une maison de 5 pièces. C'est déjà grand, mais c'est infime comparé à la structure extérieure. L'homme est incapable de survivre dans le vide spatial. Il n'y a pas d'oxygène, le corps est exposé à des températures extrêmes, aux micrométéorites et aux rayons cosmiques. Pour effectuer les réparations, les astronautes portent donc un équipement de très haute technologie.
La combinaison spatiale est un matériel technologique d'une extraordinaire complexité. C'est une mini-station spatiale qui doit vous garder en vie. La survie des astronautes a un prix, car une telle combinaison coûte 15 millions de dollars. Elle se compose d'un casque-bulle recouvert de filtres. Il protège les yeux de l'astronaute des rayons du soleil qui pourraient l'aveugler instantanément. De puissantes lampes servent à se repérer dans la nuit et une caméra transmet les images au sol. Un petit tuyau tout près de la bouche délivre de l'eau à l'astronaute durant sa sortie. Écouteurs et microphones permettent de communiquer avec le sol et l'équipage resté à bord de l'ISS. Sur le plastron, les molettes contrôlent l'arrivée d'oxygène et la température. Sous sa combinaison spatiale, l'astronaute porte un vêtement traversé de tubes en plastique dans lesquels de l'eau fraîche circule pour réguler la température. Dans son sac à dos, une réserve d'oxygène et d'eau et des batteries lui assurent une autonomie totale jusqu'à 8 heures d'affilée. En raison de l'absence de gravité, l'astronaute ne subit pas les 130 kg d'équipement. Être capable de se mouvoir avec un tel scaphandre nécessite une condition physique exceptionnelle. À l'extérieur, vous effectuez 90% de vos activités avec vos bras et vos mains. Mais parce que c'est une combinaison pressurisée, cela nécessite des efforts considérables pour bouger vos doigts dans ces gants si rigides. Un tel exercice requiert une concentration de tous les instants. Ici plus qu'ailleurs, l'erreur est inenvisageable. C'est l'une des choses les plus difficiles que nous faisons dans l'espace. Ce n'est pas seulement dur physiquement, mais cela requiert aussi un mental d'acier. Parce que non seulement vous luttez contre la rigidité de votre combinaison à chaque geste que vous faites, mais vous devez aussi rester concentré tout le temps. Une sortie extravéhiculaire dure entre 6 et 8 heures, et vous restez dans votre combinaison spatiale sans aucune interruption. L'assemblage et l'entretien de la station orbitale a demandé plus de 1000 heures d'activité extravéhiculaire. Avec ses sorties dans l'espace, les astronautes ont effectué de nombreuses tâches essentielles et vitales pour la station. Sans ces sorties extravéhiculaires, l'ISS n'existerait pas. À 400 km au-dessus de la Terre et à l'extérieur de la station, Tracy Dyson et Doug Willock s'activent à retirer la pompe défaillante pour la remplacer avec l'une des 4 de rechange dont dispose le complexe. C'est comme un réfrigérateur, c'est vraiment grand. Heureusement, nous avons utilisé le bras robotique. Doug Willock était attaché sur le bras tout au bout, et moi, j'étais en soutien sur la poutre pour l'aider et le guider dans cette manœuvre. Au total, 4 sorties extravéhiculaires, soit 29 heures, furent nécessaires à ces plombiers de l'extrême pour réparer avec succès le système de chauffage. L'équipe au sol a pu remettre en route le système de contrôle thermique. Et finalement, nous avons sauvé la station spatiale. Que voulez-vous de plus? Outre les pannes techniques, la Station spatiale internationale et ses habitants sont menacés par d'autres dangers. Richard Garriott fait partie de ces astronautes non professionnels qui ont pu voyager à bord de l'ISS. Il se souvient de ces nombreuses alarmes qui rythmaient son quotidien. Parce qu'un petit problème peut rapidement devenir un gros problème, c'est important d'avoir des alarmes pour signaler les petits problèmes et être certain de pouvoir les régler avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes. À bord de la station spatiale, le premier des dangers est le feu. Au cours de leur formation, les astronautes s'y préparent pour devenir de véritables pompiers. Sur Terre, s'il y a un feu dans votre maison, vous allez dehors et vous téléphonez aux pompiers. Ils arrivent et ils peuvent vous aider. Et vous avez la possibilité de quitter votre maison. Mais à bord d'ISS, il n'y a nulle part où aller. Donc vous devez combattre le feu et régler le problème. Autre souci des astronautes. À bord de la station, ils ne sont plus protégés par l'atmosphère de la Terre. Et les éruptions cosmiques émises par le Soleil sont susceptibles de provoquer des cancers et d'engendrer des mutations génétiques. La seule chose qui peut vous protéger des radiations, c'est la densité de matière. Aucune quantité de Kevlar ou d'un autre matériel anti-choc ne peut vous protéger d'un noyau atomique. C'est trop petit. Ça passe à travers tout.
La meilleure protection, c'est de dormir ou de passer le plus de temps possible derrière un bloc conséquent de matière. Par exemple, dans la partie russe, l'endroit où ils stockent les batteries, car elles sont de bonne protection. En cas de forte éruption solaire, certains modules servent de refuge pour protéger l'équipage. La troisième menace pour la Station spatiale internationale sont les débris de l'espace. Si vous observez un vieux hublot qui est en place depuis 10 ou 20 ans, vous verrez des impacts de débris spatiaux. Ils peuvent être incroyablement petits, mais lancés à 28 000 km/h, cela peut quand même faire un sacré trou. Un objet aussi petit qu'un grain de sable, lancé à 28 000 km/h, est susceptible de perforer la coque de la station, de provoquer une dépressurisation et de tuer l'équipage à bord. Les ingénieurs ont élaboré une carte représentant en rouge les zones de la station les plus exposées aux débris de l'espace. Celle-ci leur permet d'identifier les zones à protéger en priorité. Mais les modules sont recouverts d'une couche d'aluminium qui ralentit les microdébris. Une couche de céramique et de Kevlar réduit les débris en poussière. La dernière couche bloque les particules et protège les astronautes. Plus de 100 000 pièces de fusées et satellites, stigmates de l'activité humaine dans l'espace, jonchent la trajectoire de l'ISS, allant de la taille d'une pomme à celle d'un bus. Les ingénieurs au sol sont capables de surveiller ces débris. Et pour éviter tout impact, l'altitude de la station peut être réajustée. Si un débris ou une pluie de micrométéorites évite les radars de surveillance, les astronautes doivent fermer tous les sas, rejoindre en urgence leur Soyouz et attendre en espérant que les débris évitent la Station spatiale internationale. Si l'impact est trop violent, le Soyouz et son équipage rentreront sur Terre. Tu fais confiance à ton entraînement. Tout le monde est entraîné à gérer les manœuvres pour éviter les débris. Les gens pensent que ce qu'on fait ici, c'est fun, qu'on s'amuse avec l'espace. Mais c'est très réel. Les astronautes ne sont pas simplement des outils, mais ce sont des personnes et des amis que nous entraînons, qui sont nos collègues. Ces dangers, nous les prenons très au sérieux. Depuis 1998, la Station spatiale internationale est au service de l'homme et grâce à elle, il a appris à vivre dans l'espace. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Mars, voire même au-delà. Grâce à l'ISS, les rêves les plus fous sont envisageables. Vous savez, je suis d'accord avec Konstantin Tsiolkovsky. Il a dit que la Terre est notre berceau et qu'il est impossible d'y rester éternellement. Et je pense aussi que l'humanité est obligée de devenir une civilisation interplanétaire. Initialement, la désorbitation de la station et sa destruction étaient prévues pour 2020. Mais sa durée de vie a été prolongée jusqu'en 2024, voire 2028. De quoi maintenir encore pour quelques années une présence continue de l'homme dans l'espace au service de la connaissance. Les recherches effectuées à bord de la station spatiale nous aident déjà pour ces missions. Nous apprenons à vivre et à travailler dans l'espace. Nous apprenons comment le corps humain s'adapte. Nous pratiquons actuellement des essais sur l'interaction robot-humain. Nous avons des astronautes qui conduisent des rovers autour de la Terre depuis la station spatiale. Nous comprenons toutes les techniques de communication. Nous cultivons notre propre nourriture à bord de la station spatiale. Nous comprenons mieux les radiations et leurs effets sur le corps humain. Comment nous pouvons protéger les équipages contre les rayonnements lorsque nous effectuons ces missions. Il y a tout un champ de recherche et d'application qui nous aideront pour les futures missions martiennes. La Station spatiale internationale est la plus grande réussite technologique de l'homme. Mais bien au-delà, elle est la preuve que la coopération entre les peuples est possible.
J'espère que ces vols habités peuvent aussi aider les hommes sur Terre à se réunir et trouver ensemble des solutions pacifiques comme nous le faisons dans la Station spatiale internationale. Malgré les tensions entre les États-Unis, la Russie et l'Europe, nous travaillons toujours ensemble. Nous faisons toujours de la science ensemble, au service de l'humanité. Nous espérons que les gens du monde entier prendront exemple sur l'ISS.